Bonjour à toutes et tous, nous allons passer à la présentation sur le programme d'accompagnement du COCB+. Et je vous propose en préambule de parler de quelques chiffres clés, notamment sur la consommation d'énergie en Suisse et comment le parc de bâtiments s'intègre dans cette consommation d'énergie. Ensuite, nous allons parler des risques et opportunités, donc les risques relatifs à entreprendre ses réflexions sur la rénovation de son bâtiment trop tardivement ou les opportunités qui y sont relatives si on s'y prend suffisamment à l'avance. Nous enchaînerons avec la présentation du programme d'accompagnement des CECV+, avec ce qui vous est proposé ce soir. Et finalement, nous conclurons la présentation avec un exemple pratique sur le changement d'une chaudière à mazout par une pompe à chaleur. Et nous verrons à quel point quelque chose d'anodin, comme celui du changement de chaudière, peut avoir un certain nombre relativement important d'interdépendances avec les autres parties d'ouvrage du bâtiment. Et puis ce sera un petit peu le message général de cette présentation. C'est beaucoup plus avantageux pour les propriétaires de penser à une feuille de route globale, penser 15 ans à l'avance par exemple, plutôt que d'entreprendre les travaux au fur et à mesure à chaque fois qu'il y a un élément qui arrive en fin de vie. Et puis pour finir, on vous présentera aussi les prochaines étapes pour les propriétaires qui souhaitent adhérer au programme d'accompagnement des CECB+. Donc les chiffres clés. Ici, dans cette diapositive, on voit l'évolution de la consommation d'énergie à travers, depuis le début du XXe siècle. Donc ce qu'on voit, c'est que depuis les années 50, la consommation d'énergie a explosé d'un facteur 4,5 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on voit que c'est toute énergie confondue, thermique et électrique. Ce qu'on observe aussi, c'est que 60% de notre mix énergétique est d'origine fossile. Et qu'en plus de ces 60%, on voit la courbe en brun, il y a un tiers de consommation électrique et la consommation d'électricité elle-même n'est pas non plus totalement décarbonée. Donc ça, c'est ce qu'on observe depuis du passé jusqu'à aujourd'hui. Mais pour le futur, on a encore énormément de défis qui attendent notre système énergétique, notamment d'ici 2050. Le premier, c'est que notre système doit se préparer à une croissance démographique d'environ plus 20%. Et en même temps, nous devons abaisser notre consommation d'énergie totale de 30%. Ce qui fait que par personne, nous devons baisser la consommation énergétique d'environ 1,75, donc presque 2 fois moins que ce que nous consommons aujourd'hui. En plus de ça, nous savons que la part d'énergie fossile est de 60%, on doit la baisser à 2% de notre mix énergétique. Donc les grands défis qui attendent notre système énergétique d'ici 2050, c'est beaucoup plus d'efficience énergétique et la décarbonation de la production des énergies. Donc pourquoi je dis ça en introduction, c'est que c'est les objectifs de la Confédération, mais quelque part on est tous concernés, notamment si on se déplace avec une voiture, avec des énergies fossiles, ou si on est propriétaire d'un bâtiment. Si nous n'arrivons pas collectivement à contribuer à l'abaissement de la carbonation de nos énergies et à augmenter l'efficience, nous prenons le risque d'avoir de fortes tensions sur notre système énergétique et donc d'avoir une inadéquation entre l'offre et la demande, donc des pénuries. Ou alors d'être très dépendant des importations dans un contexte géopolitique à venir qu'on ne connaît pas mais qui est de plus en plus incertain. Donc c'est clair que ce n'est pas uniquement des objectifs euh, bienveillants pour l'environnement, mais c'est aussi des objectifs dont on tire un intérêt personnel si on les atteint. Et donc la consommation actuelle des bâtiments dans l'ensemble de la consommation des énergies représente 45% au total. Donc c'est énorme. Et on sait aussi que les bâtiments sont chauffés à hauteur de 62% aux énergies fossiles. Ça, c'est l'état actuel. Donc il y a la rénovation des bâtiments représente vraiment un levier énorme qui est activable et dont les technologies sont matures. Ici, par exemple, on voit que la consommation des bâtiments en fonction de leur année de construction. Donc on voit sur l'axe de gauche le nombre de litres brûlés par mètre carré et par an, litres de mazout équivalent. Ce qu'on observe, c'est que les bâtiments construits avant les années 90 consomment 2 à 4 fois plus d'énergie que les standards actuels. Donc là, il y a un potentiel
d'efficience énergétique qui est énorme en activant cette rénovation énergétique du bâtiment. Ça, c'est pour l'énergie en exploitation, mais il y a aussi l'ensemble d'énergie sur le cycle de vie et dont notamment l'énergie grise. Donc cette énergie grise, c'est l'énergie qui va être nécessaire à la fabrication des matériaux, à leur transport et aussi à leur évacuation, soit pour recycler, soit pour les éliminer. Et donc, si on prend sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, nous savons que l'énergie grise représente 25% de toute l'énergie primaire nécessaire au bâtiment. Ce qui veut dire que là aussi, plutôt que de démolir pour reconstruire, des fois on est tenté parce que c'est plus simple, finalement en termes de bilan énergétique, si on veut atteindre nos objectifs de souveraineté et d'autonomie, en tout cas d'adéquation entre l'offre et la demande dans le système énergétique, c'est beaucoup plus efficient de rénover plutôt que démolir et reconstruire. Après, il y a une réflexion aussi qu'on peut avoir sur les flux de matière. On sait qu'en Suisse, on produit environ 80 à 90 millions de tonnes de déchets par an. Et que 3/4 de cette production de déchets est liée au bâtiment, soit via des matériaux d'excavation, soit via des matériaux de démolition. Et donc, c'est coûteux à les transporter, c'est coûteux à les stocker. Aujourd'hui, nos économies ne sont pas encore tout à fait capables d'utiliser ces déchets comme matière première pour des usages secondaires. On est en train d'apprendre, mais tout ça, c'est aussi un processus qui va prendre pas mal de temps. Et de l'autre côté, on sait que pour la construction, on a besoin d'un flux entrant de matière équivalent à ce qu'on produit. Donc là, il y a aussi quelque part une aberration dans l'usage des matières et la gestion de ces flux de matière. Donc là aussi, on voit que la rénovation est beaucoup plus efficace que la construction de nouveaux logements. Une dernière donnée que je trouve intéressante, c'est le type de propriétaire de bâtiments de logement en Suisse en termes de quantité d'objets. Sur la gauche, on voit tout type de logement et sur la droite, on voit les bâtiments qui représentent 6 logements et plus. Donc là, on a enlevé les villas et les tout petits bâtiments de logement. Ce qu'on observe, c'est que dans les deux cas, les professionnels immobiliers, donc ce qu'on voit dans le bleu très foncé, les personnes morales, sont minoritaires en termes de quantité de bâtiments détenus. Ce qui fait que si aujourd'hui nous n'accompagnons pas les propriétaires qui ne sont pas professionnels de la construction dans la mise en place de leur stratégie de rénovation, il y a de fortes chances que nous n'arrivions pas à atteindre nos objectifs liés à la transition énergétique. Et donc ce programme et cette invitation s'inscrit dans cette démarche plutôt que de faire une loi et puis de vous obliger et puis laisser les propriétaires un petit peu se débrouiller. Là, la ville de Gland veut vraiment dire on est dans l'accompagnement, on vous aide pour l'atteinte de ces objectifs. Ça n'empêche pas, et on le verra après, que le contexte réglementaire va de toute façon évoluer vers des formes d'obligation. Si je récapitule l'ensemble des chiffres qui ont été donnés jusqu'à maintenant, c'est que 45% de la consommation de l'énergie totale est consommée par des bâtiments en Suisse, que ces bâtiments sont chauffés à plus de 60% aux énergies fossiles, que les bâtiments construits avant les années 90 consomment 2 à 4 fois plus d'énergie que les standards actuels, et puis que la rénovation plutôt que démolir pour reconstruire épargne une énergie considérable en énergie grise et aussi dans la gestion des flux de matières premières. Et puis au final, les bâtiments sont principalement détenus par des propriétaires non professionnels et que pour l'atteinte de nos objectifs de transition énergétique qui sont ambitieux, il semble nécessaire d'accompagner les propriétaires non professionnels dans la rénovation des bâtiments qui représentent un levier énorme dans cette transition. On l'a vu, les bâtiments représentent un potentiel énorme de décarbonation et d'efficience énergétique, mais c'est aussi la possibilité, à partir du moment où on pense la rénovation globale de son bâtiment et qu'on fait une feuille de route sur plusieurs années, c'est aussi l'occasion de penser à d'autres critères de durabilité, comme la création d'espaces de rencontre, les espaces extérieurs, créer des îlots de biodiversité pour avoir plus de nature dans les lieux d'habitation,
Par exemple, on peut avoir une réflexion sur la gestion de l'eau. On consomme énormément d'eau potable pour des usages qui ne nécessitent pas forcément d'eau potable et ça aussi, on sait qu'il va y avoir des tensions dans l'utilisation de l'eau potable. On peut penser à des espaces pour des accès pour les personnes à mobilité réduite, etc. Donc là, on va aussi penser de manière plus globale, si les propriétaires le souhaitent, à des critères de durabilité plus larges en utilisant les qualités naturelles du bâtiment. Maintenant, pourquoi rénover? On va passer en revue quelques risques et opportunités. Comme on voit un aperçu global ici, on voit 3 risques et 4 opportunités. Je vous propose de les passer en revue un par un. Le premier, c'est le risque de l'évolution réglementaire. On sait que dans le canton de Vaud, il est prévu une mise en vigueur d'une nouvelle loi sur l'énergie dès 2026. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent encore évoluer vu que c'est en discussion au Grand Conseil, mais on connaît néanmoins les grandes orientations. Et puis de toute façon, ces orientations sont à peu près similaires dans tous les cantons. Et ce qui est prévu aujourd'hui dans la loi, c'est l'obligation pour tous les propriétaires de faire un CECB dans les 5 ans après la mise en vigueur de la loi. Donc là, c'est un CECB et pas un CECB+. Aujourd'hui, on vous propose un accompagnement pour un CECB+. On verra plus tard la différence entre les deux, mais dans tous les cas, je peux faire passer le message que ça vaut quand même plus la peine, étant donné l'investissement initial et l'intérêt que vous en tirez en retour, c'est quand même plus intéressant de faire directement un CECB+. Il y aura aussi l'obligation de rénover les bâtiments de catégorie F et G pour aller vers la catégorie D, donc on devra passer 2 à 3 catégories énergétiques dans un délai de 10 à 15 ans après l'entrée en vigueur de la loi, en fonction de la taille de son bâtiment. Ce sera aussi la fin du chauffage aux énergies fossiles pour 2040. Les nouvelles constructions ou les grosses rénovations devront être équipées d'un système de comptage des énergies. Et puis finalement, les bâtiments devront exploiter 100% du potentiel d'énergie solaire en toiture d'ici 2040. Donc là aussi, on peut voir ce risque comme un vrai risque avec des contraintes supplémentaires dans un contexte déjà très contraint, notamment sur le point de vue réglementaire, financier, etc. On peut aussi transformer ce risque, à mon sens, en opportunité si on anticipe les choses suffisamment à l'avance. Dans le sens où, euh, si vous planifiez votre feuille de route dans le canevas de réflexion lié à la loi sur l'énergie, c'est une opportunité pour vous d'anticiper les risques liés au vieillissement naturel de votre bâtiment. Et en plus, avec ces contraintes, si vous les remplissez, vous avez des généreuses subventions qui vont avec. Donc on peut, à mon sens, réellement transformer ce risque en opportunité avec une vraie anticipation des choses. Dans les risques, il y a aussi celui de la pénurie, notamment de la main-d'œuvre. On sait qu'aujourd'hui, dans la construction, il y a déjà énormément de difficultés à trouver du personnel qualifié en suffisance. Et cette tendance ne va faire que de s'amplifier. On sait qu'il y a encore la queue de comète des baby boomers qui va partir à la retraite d'ici 2030 et que le renouvellement de génération ne sera pas suffisant. Donc on aura encore plus de difficultés après 2030 à trouver du personnel qualifié dans un contexte où tout le monde devra rénover son bâtiment. Donc là aussi, anticiper sa feuille de route, planifier suffisamment les choses à l'avance, ça permet d'anticiper ce type de pénurie et pas se retrouver avec le couteau sous la gorge. C'est la même chose en termes de matériel. Dans le contexte géopolitique actuel, il y a de plus en plus d'incertitudes sur la fluctuation des prix, les délais d'approvisionnement. Donc là aussi, anticiper son plan de rénovation, ça permet aussi de jouer sur le planning en fonction de ce contexte géopolitique et de se préserver donc de la fluctuation des prix potentiels. La non-anticipation des travaux peut générer d'autres problématiques comme des dégradations du bâtiment. Si vous entreprenez des démarches très tardives sur une partie de l'ouvrage, ça peut générer des travaux plus importants que si vous aviez anticipé un entretien régulier. Ça peut générer des appels d'offres dans l'urgence avec des cahiers des charges approximatifs. Vous avez moins le temps d'analyser les variantes de travaux, négocier les prix.
Vous allez demander à des entreprises de réaliser des travaux très rapidement, donc vous avez un risque sur la qualité même des travaux. Donc là aussi, de nouveau, anticiper, vous avez compris le message de la présentation, anticiper, planifier à l'avance, ça permet de gérer ce risque-là aussi. Après, il n'y a pas que des risques, il y a des opportunités, notamment d'ordre financier, celui des subventions du programme de bâtiment, notamment, qui sont très généreuses, qui cumulées au programme communal de subvention, peut vous financer jusqu'à 30% des travaux d'ordre énergétique. Et vous avez la chance que dans la commune de Gland, il y a un des programmes les plus généreux qui vient s'ajouter au programme cantonal. Donc là, c'est d'autant plus vrai ce point-là. En plus de ça, il y a des possibilités de déduction fiscale et malgré tout, encore actuellement, si vous avez besoin d'emprunter de l'argent pour réaliser des travaux, les taux d'intérêt sont encore relativement bas et c'est pas impossible qu'il y ait des tendances à l'inflation, en tout cas une volatilité importante sur les prix dans l'avenir. Donc aujourd'hui, malgré tout, le contexte financier, il reste favorable. Il y a le point de l'attractivité aussi. Là, évidemment, ça dépend si vous habitez dans votre propre logement ou si vous le louez. Mais dans tous les cas, les usagers bénéficieront de l'efficience énergétique du bâtiment rénové, donc moins de charges, d'un confort thermique, d'une qualité de l'air, meilleure qualité acoustique. Donc là aussi, moins de potentiel. Vous-même, vous profitez de ça, ces avantages si vous habitez dans votre logement, ou alors vous avez un taux de vacances, un risque de taux de vacances plus faible dans votre logement. La question de la valorisation et de la rentabilité, de nouveau, avoir une feuille de route qui permet vraiment d'optimiser vos flux d'investissement, vous permettre non seulement d'avoir un flux de revenus plus important avec une augmentation de loyer et une valeur même du bien qui est plus intéressante. Donc pour chaque investissement, chaque franc investi dans des travaux, vous allez aussi essayer de maximiser la valeur du bien dans le cas où vous souhaiteriez le vendre un jour. Si vous ne le faites pas et que vous souhaitez le vendre, ben c'est clair que les repreneurs ils vont potentiellement être assez pinailleurs en disant mais maintenant ce genre de travaux c'est obligatoire, donc du coup moi ça me fait des coûts supplémentaires, etc. Donc on voit bien la tendance que un bâtiment bien entretenu, c'est aussi un bâtiment qui va préserver, voire augmenter sa valeur. Et puis finalement, la question de l'environnement et de l'énergie. On a vu plus tôt que dans le cadre des objectifs de transition énergétique, rénover son bâtiment, ce n'est pas uniquement un geste altruiste, mais c'est aussi un effort collectif que nous devons faire pour avoir un système énergétique robuste et ne pas subir des pénuries ou être très très dépendant d'importations des pays voisins. Donc là aussi, c'est un geste qu'on fait, que chacun devrait faire pour atteindre nos objectifs de transition énergétique. On va maintenant parler un peu plus en détail de ce programme d'accompagnement des CECB+. Ici, en préambule, on voit la différence entre le CECB standard qui sera obligatoire dans la loi sur l'énergie et le CECB+. Donc il y a les points communs, les deux sont valables 10 ans, les deux vous donnent les consommations d'énergie de votre bâtiment et votre étiquette énergétique A, B, C, D, E, F, G. Après, il commence à y avoir un certain nombre de différences, notamment sur l'évaluation de l'état de votre bâtiment, que ce soit sur l'enveloppe thermique ou les installations techniques. Les deux le donnent, sauf que le CECB+, va vous renvoyer beaucoup plus de détails sur l'état de votre bâtiment. Ensuite, il y a la question de combien ça vous coûte si vous devez faire des travaux. Alors là, ça commence à apparaître que sur le CECB+, ça n'apparaît pas dans le CECB. Et donc le CECB+, vous donne des variantes de travaux. Chaque variante de travaux, vous savez vers quelle étiquette énergétique vous pouvez aller. Vous avez le budget correspondant et les subventions disponibles. Le CECB+, il est subventionné par le canton, tandis que le CECB ne l'est pas. Au final, ça revient pas tout à fait, mais presque au même. La différence de prix s'atténue entre les deux. Et les deux types de rapports sont nécessaires pour bénéficier de subventions. Les grosses subventions, notamment dans le canton, pour l'enveloppe thermique, vous devez avoir un CECB+. Voilà pour les grosses différences. Maintenant, si on en vient au programme lui-même qui vous est proposé, donc la première étape de ce programme, c'est
de créer cette séance d'information et vous laissez la possibilité de manifester votre intérêt en vous inscrivant au programme pour vous accompagner pour la réalisation de CECB+. Donc, vous avez jusqu'au 25 mars pour ça. Il y a un formulaire d'inscription qui est disponible à la sortie de cette séance. Vous pouvez le prendre et vous inscrire en le renvoyant par email d'ici 4 semaines. Et dans quoi est-ce que vous montez si vous adhérez à ce programme? C'est vraiment monter à bord pour vous aider à commencer à faire cette planification stratégique de travaux d'un point de vue global. Et vraiment, le CECB+, c'est la première étape. Et donc, l'étape suivante après l'inscription, c'est qu'on va s'occuper pour vous de faire des appels d'offres, de solliciter des experts CECB qui ont les bons CV, les bonnes expertises, et puis analyser leurs offres et vous faire une proposition d'adjudication qui vous sera soumise, que vous aurez le loisir de valider ou pas. Ensuite, on va réaliser ces CECB+, avec une récolte de documents. Donc, il faudra récolter la consommation des bâtiments, un certain nombre d'autres documents comme les plans pour pouvoir réaliser le modèle numérique, faire une visite sur site, rédiger un rapport et vous le présenter. Et puis, il faut s'imaginer que le rapport CECB, ça peut être un document qui fait entre 60 et 90 pages en fonction de la quantité d'annexes qui est ajoutée. Et c'est énormément d'informations à digérer qui vous est restituée en l'espace d'une heure. Et donc, sur le moment, les choses peuvent sembler claires, puis après, vous réfléchissez a posteriori, et puis il y a des choses qui peuvent vous sembler de moins en moins claires. Vous vous rendez compte qu'en fait, la quantité d'informations à digérer est énorme pour des investissements qui sont quand même significatifs. Puis ça peut souvent générer une situation de trop plein d'informations qui bloque la prise de décision du propriétaire. Et ce qui vous est proposé aussi dans le programme d'accompagnement, c'est la possibilité justement de vous laisser le temps nécessaire à la digestion de ces informations pour ensuite bénéficier d'un entretien conseil pour répondre à l'ensemble de vos questions résiduelles pour justement mettre en place cette feuille de route stratégique globale dont vous avez besoin. Et à mon sens, c'est une réelle plus-value qui vous est proposée et qui est dans le flux de l'accompagnement et la réalisation des CECB+. En termes de planning, dans l'idée, on va faire les appels d'offres pour ce printemps et réaliser les CECB+, pour l'été, avec les entretiens conseils qui vont être faits dans la foulée jusqu'à la fin de cette année. Si vous êtes déjà en possession d'un CECB+, eh bien vous pouvez déjà bénéficier aussi de l'entretien conseil. Donc n'hésitez pas aussi là à vous manifester si vous avez besoin de quelqu'un pour répondre à vos questions spécifiques. Donc si je récapitule, les objectifs de ce programme d'accompagnement, c'est vraiment vous aider, vous donner les clés pour la mise en place d'une stratégie de rénovation globale et de long terme, en commençant par analyser l'état existant de votre bâtiment, quels sont les besoins dans les 15 prochaines années, quels sont les budgets correspondants, quelles sont les interdépendances entre les travaux, du coup, dans quel ordre est-ce que je dois effectuer ces travaux, et donc, du coup, quelles sont les conséquences en termes de mise à jour normative? Par exemple, le CECB va peut-être vous dire, si vous isolez la façade, ça va vous coûter tant, et vous allez passer de étiquette G à étiquette E. Mais le CECB+ ne va pas forcément vous dire que si la hauteur des garde-corps des balcons que vous avez sur la façade est moins d'1 mètre, ben aujourd'hui la norme exige d'avoir des garde-corps à hauteur de 1 mètre et donc vous devrez aussi mettre à jour ces garde-corps de balcon. Donc là, c'est une mise à jour normative qui découle de travaux énergétiques et qui sont du coup une interdépendance avec les travaux du CECB+, mais qui n'apparaissent pas forcément dans le budget du CECB. Et puis, le dernier point, évidemment, une fois que vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, dans quel ordre, eh bien, combien ça va vous coûter, comment est-ce que je dois épargner dans les prochaines années, et combien je peux
aller chercher auprès de ma banque combien je peux me faire financer, quelle est ma capacité finalement à emprunter auprès de ma banque. Vous faites votre feuille de route sur plusieurs années en optimisant les flux d'argent entrant et sortant. Évidemment, ce programme, il a une limite. Et c'est important de les connaître. Donc, il y a énormément d'interdépendances. Donc, le CECB+ va principalement parler des travaux d'ordre énergétique. Et puis, finalement, il y a aussi beaucoup de choses qui découleront de ces travaux d'énergétique, par exemple, comme la question des garde-corps. Et puis, finalement, vous aurez besoin de pas mal de temps pour digérer cette information et ce temps, c'est important que vous puissiez le prendre pour être à l'aise avec l'ensemble des décisions qui sont dans votre feuille de route stratégique. Et ce temps-là de digestion, pour atteindre cette maturité décisionnelle, il sera d'autant plus long que vous serez de propriétaire à bord à décider. Donc tout le monde autour de la table qui doit sortir de l'argent pour l'investissement, des travaux, doit être confortable et c'est important justement de s'y prendre suffisamment à l'avance pour avoir l'ensemble des discussions qui sont nécessaires pour arriver à un consensus. Le deuxième point, c'est qu'il y a d'autres choses d'ordre stratégique qui relèvent pas de l'ordre technique du type de travaux et des budgets. Ça peut être par exemple, qui va piloter le projet? Est-ce que c'est moi-même en tant que propriétaire? Est-ce que c'est la régie? Est-ce que je prends un assistant du maître d'ouvrage qui va être une sorte de chef de projet délégué pour le compte du propriétaire? Est-ce que ce projet, je le fais globalement, je fais tous les travaux dans la même année? Ou est-ce que je vais les étaler sur 10 ans, sur 15 ans? Ça peut être intéressant pour déduire sur une période fiscale un peu plus longue, par exemple. Ça dépend aussi de votre budget, de votre capacité de financement. Est-ce que je vais recourir à des mandataires comme un architecte et des ingénieurs? Est-ce que je vais travailler directement avec les entreprises? Si c'est le cas, il faut être capable de les piloter aussi. Est-ce que je prends une entreprise générale ou est-ce que je fais des adjudications séparées avec les différents corps de métier et les différentes entreprises? Pour le coup, il faudra aussi les coordonner. Donc c'est important aussi de se poser l'ensemble de ces questions stratégiques au-delà des questions techniques. Dans tous les cas, ce que je recommande, c'est un peu de sentir là où sont ses limites, là jusqu'où est-ce que vous pouvez aller dans la définition de la stratégie et dans la prise de décision avec laquelle vous allez être à l'aise, et à partir de quand est-ce que vous avez besoin d'être entouré pour la prise de décision. Donc vraiment, je vous recommande que ce soit via votre régie ou via un assistant du maître d'ouvrage, faites-vous aider dans les situations les plus critiques, si ce n'est pour le programme complet et l'ensemble des travaux, au moins faites-vous aider ponctuellement pour les prises de décision stratégiques les plus importantes. On va passer à un exemple maintenant sur le changement d'une chaudière, qui est un exemple anodin, et puis on va voir comment ça peut avoir des interdépendances et des effets en cascade sur pas mal d'autres choses dans le bâtiment. Donc là ici, on va parler d'une chaudière à mazout qu'on va remplacer par une pompe à chaleur. Donc, le principe de base de la chaudière à mazout, c'est qu'en général, elle fonctionne à 60, 70 degrés, donc à haute température, et les radiateurs de votre bâtiment, ils sont prévus pour recevoir de l'eau à 60, à 70 degrés, donc de l'eau à haute température. Sinon, si c'est de l'eau à basse température, il va avoir un déficit de puissance de chauffe. Maintenant, la pompe à chaleur, elle est faite pour fonctionner optimalement avec un coefficient de performance élevé, avec une température basse. Et donc, si vous faites un remplacement 1 pour 1, vous allez devoir être confronté au choix de est-ce que j'altère, je dégrade le rendement de ma pompe à chaleur en la faisant fonctionner à haute température et donc du coup, je laisse les températures élevées dans mon système de chauffage, ou alors est-ce que je la fais fonctionner à basse température mais ça a une conséquence sur les puissances de chauffe dans les pièces. Donc là, déjà, il y a un premier choix. Si vous la faites fonctionner à haute température, vous avez besoin de changer rien dans les pièces à l'intérieur. Vous gardez le système de radiateur en place sans rien toucher. Mais vous allez potentiellement
sursolliciter votre pompe à chaleur en la faisant fonctionner à haute température, et son espérance de vie va être réduite. Donc peut-être, si vous la faites fonctionner à 65 degrés, elle va peut-être durer 15 ans au lieu de durer 25 ans. Donc là, vous avez déjà un premier choix à faire qui va avoir une conséquence sur votre prochain investissement. Est-ce qu'il sera dans 25 ans ou est-ce qu'il sera dans 15 ans? Si vous voulez la faire durer plus longtemps, vous devez la faire fonctionner à des températures plus basses. Et pour ça, il faudra réfléchir à comment vous allez pouvoir maintenir la puissance de chauffe dans les locaux. Soit en rajoutant des radiateurs dans les pièces, donc vous gardez le système de radiateurs, mais vous en rajoutez des radiateurs additionnels, soit vous mettez du chauffage de sol qui vous donne une surface de chauffe beaucoup plus grande et qui vous permet d'avoir des puissances de chauffe équivalentes, mais sur des surfaces plus grandes simplement. Vous imaginez bien que mettre du chauffage de sol avec des locataires en place, vous devez tout casser, c'est impossible. Donc là, il y a une première conséquence importante à laquelle il faut penser. Une deuxième possibilité, ça va être de isoler avant de changer la chaudière à mazout. Si vous isolez, vous allez réduire les besoins de chauffe de votre bâtiment et peut-être que vous arrivez justement à garder des radiateurs tels qu'ils sont en place et baisser un peu les températures de chauffe par rapport aux températures actuelles. Donc là, vous allez pouvoir jouer sur une ligne de crête et puis potentiellement ce qui sera intéressant, c'est d'isoler tout ce que vous pouvez pour baisser les puissances et éventuellement rajouter un ou deux radiateurs. Ça ne fait pas trop de nuisance pour les locataires et finalement, vous avez là aussi optimisé votre investissement en d'un côté mettant une pompe à chaleur, vous allez décarboner, vous allez isoler en réduisant les besoins et déranger le moins possible les locataires et aussi investir le moins possible à l'intérieur des appartements, qui est toujours un petit peu compliqué aussi dans le cadre des rénovations. Une autre réflexion que vous devez avoir, c'est si vous mettez une PAC, est-ce que vous devez aller sur de la géothermie ou sur du RO? Donc là aussi, il y a des avantages et des inconvénients que je ne vais pas forcément détailler dans cette présentation, mais en fonction de plusieurs facteurs de votre bâtiment, euh, il y aura des avantages à aller vers une variante plutôt que vers une autre. Il y aura d'autres choses encore qui vont découler de votre décision, c'est les panneaux solaires. Est-ce que vous devez mettre des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques? Ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Avec le photovoltaïque, vous allez pouvoir alimenter en électricité votre pompe à chaleur. Mais est-ce que vous allez vraiment autoconsommer parce que les périodes où vous allez avoir besoin de chauffage, c'est les périodes où vous allez produire du photovoltaïque? Ou est-ce que vous mettez du thermique avec un système de préchauffage de l'eau, avec un système d'accumulation que vous allez pouvoir utiliser pour votre système d'eau chaude sanitaire et de chauffage? Mais là aussi, ça va être beaucoup plus efficace si vous avez des températures de fonctionnement qui sont basses. Donc là aussi, il va y avoir une question de compromis entre les deux. Dans tous les cas, si vous optez pour une pompe à chaleur, c'est un consommateur électrique. Si vous optez pour du photovoltaïque, c'est aussi un consommateur électrique. Il va falloir raccorder au tableau électrique. Est-ce qu'il y a suffisamment de place au tableau existant pour rajouter ces nouveaux consommateurs? Est-ce qu'il y a suffisamment de réserve de puissance pour ces consommateurs électriques? Est-ce que vous avez pensé au système de comptage? C'est peut-être aussi un bon moment à ce stade-là de se dire, mais comment maintenant je vais penser à partir du moment où j'ai toutes ces réflexions? Comment je vais penser mon système de comptage global? Qu'est-ce que je vais compter? Avec quelle granularité? Donc on voit que quelque chose d'anodin, comme le changement d'une chaudière à mazout, peut avoir des effets en cascade relativement importants qui demandent une séquence de travaux et de réflexion qui peut être relativement complexe. Mais ce qui est important, c'est que dans votre feuille de route stratégique, que vous planifiez à l'avance, que vous pour chaque investissement, vous minimisiez l'investissement pour maximiser la valeur de votre bâtiment et que vous maximisiez au passage les subventions qui sont disponibles. Donc, vous avez le temps d'étudier les variantes pour regarder quelles sont les subventions qui sont en face et qu'aussi, au passage, vous allez regarder qu'est-ce que vous pouvez déduire fiscalement. Donc, vous allez choisir la séquence de travaux et la variante de travaux pour avoir l'entier de ces avantages. Et puis là, c'est juste l'exemple pour un changement de chaudière, mais j'aurais pu faire un graphique un peu similaire, un enchaînement de réflexion similaire pour le cas de l'isolation thermique de votre bâtiment.
avec les problèmes de condensation, de ventilation, est-ce qu'il faut, c'est nécessaire, etc. ou pas. Donc on voit que finalement, c'est très important de se poser les questions des interdépendances et justement de prévoir les travaux suffisamment à l'avance pour ne pas être confronté à des problèmes avec effet rétroactif. Donc voilà pour cet exemple. Ce que je vais ajouter encore, je vais pas, il y a beaucoup de texte dans cette diapositive que je ne vais pas détailler. Ce que je voudrais ajouter, c'est simplement que pour les propriétaires qui sont venus aujourd'hui, qui étaient intéressés a priori plutôt uniquement pour l'accompagnement des les appels d'offres groupés, pour les pompes à chaleur uniquement ou pour le photovoltaïque, vous avez vraiment aussi de grands avantages, un grand intérêt à adhérer au programme d'accompagnement des CECB+, justement pour la mise en place d'une telle feuille de route stratégique. Je vous recommande vraiment de vous inscrire aussi à ce programme. Si votre feuille de route stratégique elle est déjà faite, puis que vous savez que la prochaine étape, c'est changement de production de chaleur ou photovoltaïque, alors le programme d'accompagnement pour ces deux objets-là est parfait pour vous. Dans tous les cas aussi, comme on l'a vu, en général, euh, les variantes de travaux qui réduisent les nuisances pour les locataires, qui les permettent d'être maintenus en place pendant les travaux, c'est en général des variantes qui sont autant dans l'intérêt des propriétaires que pour les locataires. Donc une feuille de route qui est bien faite, en général, elle va aussi réduire les nuisances pour les locataires. En résumé, quels sont les avantages pour vous de ce type de programme d'accompagnement? Premier, c'est d'identifier quels sont les potentiels pour votre bâtiment, pour structurer des réflexions préliminaires dans la stratégie de votre rénovation, anticiper les risques qui en découlent, on a vu les interdépendances, bénéficier d'investissements qui sont optimisés dans le temps, et puis finalement un conseil qui est 100% neutre par rapport au type de travaux que vous devriez prévoir. C'est clair que c'est toujours important de se dire, la personne qui vous donne un conseil, est-ce que derrière, elle a un intérêt à vous vendre un produit ou de la main-d'œuvre, etc. Donc, si la personne n'a rien à vous vendre autre que des conseils, ben, c'est clair que la neutralité risque d'être un petit peu plus présente que si derrière, c'est une entreprise qui a envie de vous vendre un produit plutôt qu'un autre. C'est important de se poser ces questions-là à toutes les étapes. Donc maintenant, en termes pour les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer? Donc avec effet immédiat, les réponses aux questions. J'espère que vous en avez beaucoup pour avoir des échanges intéressants. Ensuite, on va passer à un apéritif. On pourra aussi avoir des discussions bilatérales un petit peu plus informelles. Et les prochains jalons, si vous êtes intéressé à faire partie de ce programme, c'est manifester votre intérêt, remplir le formulaire d'inscription d'ici le 25 mars, soit via ce lien, soit via le papier, le formulaire d'inscription qui est disponible à la sortie de cette salle. Et on l'a vu, les temporalités, donc appel d'offres dans les prochaines étapes, appel d'offres ce printemps pour les CECB+, avec adjudication et réalisation des CECB+, cet été avec l'entretien conseil dans la foulée. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis j'ai hâte d'entendre vos questions si vous en avez.